Passons maintenant aux principales étiologies des masses médiastinales et les moyens thérapeutiques. Là, comme vous avez dans ce tableau-là, les principales étiologies des masses médiastinales en fonction de leur topographie. Comme par exemple là, vous avez le médiastin antérieur, les lésions les plus fréquentes au niveau du médiastin antérieur. Donc vous avez les goitres endothoraciques avec une fréquence de 5 à 6%, les thymomes ou les lésions thymiques qui représentent 20% de l'ensemble des tumeurs du médiastin antérieur, les tumeurs germinales, les kystes pleuropéricardiques et les lipomes. Les masses ou les lésions qui concernent le médiastin moyen. Le médiastin moyen, il est riche en éléments lymphatiques, ce qui fait que la majorité des lésions qui touchent le médiastin moyen sont en relation avec les adénopathies ou avec les ganglions pathologiques. Ces adénopathies peuvent être d'origine bénigne, telles que la sarcoïdose, la tuberculose, ou ça peut être d'origine maligne, telles que les lymphomes et les métastases ganglionnaires de cancer bronchopulmonaire. Il peut s'agir d'autres lésions telles que les kystes bronchogéniques et l'hernie hiatale. Les lésions qui touchent le médiastin postérieur sont généralement des tumeurs nerveuses. On va aborder d'abord le médiastin antérieur dans son étage supérieur et moyen. Parmi les lésions les plus fréquentes à ce niveau-là, c'est les goitres endothoraciques. D'abord, qu'est-ce que signifie un goitre? C'est une augmentation du volume de la thyroïde cervicale, visible sous forme d'une tuméfaction du cou. Donc là, la thyroïde cervicale va augmenter de taille. À un certain moment, le pôle inférieur de la thyroïde va glisser en rétromanubrial, c'est-à-dire dans l'espace situé derrière le manubrium sternal. Bon, j'ai mis un schéma explicatif dans la diapo suivante. Bon, là, il faut savoir différencier entre goitre plongeant et goitre endothoracique ectopique. Le goitre endothoracique ectopique, c'est la présence d'un tissu thyroïdien à l'intérieur du médiastin, mais qui n'a aucune connexion avec la thyroïde cervicale initiale. Bon, là, c'est une forme qui est très rare. J'ai mis un schéma explicatif dans la diapo suivante, dans l'image 2. Généralement, le goitre touche les femmes de plus de... Dans ces deux images que je vous ai mis, j'ai essayé de vous expliquer la différence entre goitre plongeant et goitre endothoracique ectopique. D'abord, dans l'image 1, c'est l'image qui est à votre gauche. Ça montre un goitre cervical, hein, c'est une thyroïde cervicale qui a augmenté de taille et donc le pôle inférieur plonge en endothoracique, comme vous le voyez, hein, la partie plongeante dans l'espace rétromanubrial ou rétrosternal. Alors que dans l'image 2, ça concerne un goitre endothoracique ectopique, c'est-à-dire la présence d'une lésion médiastinale d'origine thyroïdienne, mais qui n'a aucune connexion avec la thyroïde cervicale. Donc, ça s'appelle goitre endothoracique ectopique. Ectopique, c'est-à-dire c'est un tissu thyroïdien de situation ou de siège anormal au niveau médiastinal. C'est une forme qui est très rare. Le diagnostic de goitre endothoracique doit être évoqué face à une tumeur du médiastin antéro-supérieur qui dévie la trachée. Dans certaines situations,
ça peut être de découverte fortuite lors d'un examen radiologique systématique ou devant des signes de compression, le plus souvent d'ordre respiratoire, c'est-à-dire une compression trachéale, donc presque 70%. L'examen clinique doit rechercher systématiquement la présence d'une masse cervicale palpable, comme vous le voyez dans cette image-là, ou la présence d'une cicatrice ancienne de cervicotomie. Dans presque 10 à 20% de cas, on peut avoir un goitre plongeant en endothoracique sans tuméfaction palpable au niveau cervical. La radiographie thoracique va montrer un aspect d'élargissement médiastinal, surtout supérieur. Toujours, il faut compléter par un scanner thoracique pour visualiser la partie plongeante. Là, comme vous voyez ici dans cette image devant vous, c'est une image scanographique qui montre un énorme goitre cervical avec une partie plongeante en endothoracique qui est marquée par les flèches bleues. La scintigraphie thyroïdienne avec produit de contraste iodé s'impose pour confirmer la continuité de la partie plongeante avec la thyroïde cervicale ou non. Un bilan thyroïdien s'impose le plus souvent pour savoir est-ce qu'il y a une perturbation hormonale, notamment est-ce que le patient, est-ce qu'il est en euthyroïdie, en hyper ou en hypothyroïdie. L'endoscopie bronchique doit être réalisée pour apprécier est-ce qu'il y a un rétrécissement de la filière trachéale, est-ce qu'il y a une compression trachéale et est-ce qu'il y a une paralysie récurrentielle avant de recourir au geste chirurgical. Le goitre est bénin dans presque 90% des cas. La problématique de ces goitres endothoraciques, c'est qu'ils peuvent donner des signes de compression aiguë, voire même une évolution vers l'asphyxie. Ils peuvent donner une dégénérescence maligne. On a dit que presque 90% des goitres sont bénins, mais dans certaines situations, ça peut évoluer vers la malignité. D'où l'intérêt de traiter chirurgicalement tout goitre endothoracique. Ce traitement chirurgical, ça passe par une cervicotomie, comme vous le voyez dans l'image A. Donc, incision de cervicotomie, c'est une incision cervicale pour essayer de réaliser une thyroïdectomie totale. En ce qui concerne la partie plongeante en rétro-mandibuliale, elle peut être extirpée soit par cervicotomie et occasionnellement, on peut recourir à une mandibulotomie, voire même une sternotomie, c'est-à-dire une ouverture complète du sternum pour essayer d'extirper ou de faire sortir la partie plongeante. Le deuxième type de tumeurs les plus fréquents au niveau du médiastin antérieur sont les tumeurs thymiques. Elles sont surtout sièges au niveau de l'étage supérieur et moyen. Elles représentent 20% de l'ensemble des tumeurs du médiastin. Parmi ces tumeurs thymiques les plus fréquentes sont les thymomes. Les thymomes touchent aussi souvent l'homme que la femme. Les patients sont le plus souvent asymptomatiques ou présentent des signes médiastinaux discrets dans les stades précoces. Par ailleurs, ils vont présenter des symptômes au stade tardif. Le thymome est fréquemment associé à de la myasthénie, dans presque 30 à 50% des atteintes thymiques. Comme on vient de dire,
bien avant, la myasthénie, c'est une maladie neuromusculaire auto-immune. Elle est causée par la sécrétion d'anticorps circulant par le thymus. Ces anticorps circulants vont cibler les récepteurs de l'acétylcholine et la jonction neuromusculaire postsynaptique. On va avoir comme conséquence une faiblesse musculaire généralisée. Bon, les autres signes cliniques de myasthénie sont visibles sur le tableau en bas et à droite. On peut avoir aussi des signes de dysphonie, de dysphagie, une respiration superficielle, d'accord, une faiblesse musculaire généralisée. Ces signes de myasthénie doivent être soigneusement recherchés devant toute suspicion de tumeur thymique. Radiologiquement, le thymome est visible sous forme d'une masse située au niveau du médiastin antéro-supérieur. La malignité du thymome est déterminée par le degré d'encapsulation et d'envahissement des tissus adjacents. Donc là, je vous explique cette phrase. Là, vous avez deux images scanographiques, une à gauche et une à droite. L'image scanographique à gauche montre une tumeur médiastinale de siège antérieur qui est arrondue, bien encapsulée, sans signe d'envahissement, en faveur d'un thymome bien encapsulé. L'image scanographique à droite qui montre une tumeur médiastinale de siège antérieur, mais avec des signes d'envahissement osseux, notamment un envahissement de la face postérieure du sternum et un envahissement des structures vasculaires, notamment les troncs supra-aortiques, ce qui plaide en faveur d'un thymome qui est invasif, un thymome qui est malin. En cas d'association de thymome à une maladie auto-immune telle que la myasthénie, la recherche d'anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine est souvent élevée. Par ailleurs, si présence de thymome seul sans signe de myasthénie, le taux d'anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine est normal. Un électrocardiogramme s'impose à la recherche d'un bloc neuromusculaire. Le traitement de référence des thymomes reste la résection chirurgicale, si bien évidemment la tumeur est extirpable. La voie d'abord serait une sternotomie ou thoracoscopie. Par ailleurs, lorsque le thymome semble inextirpable, une signature histologique serait indispensable par ponction biopsie transpariétale scanoguidée ou par médiastinoscopie, voire même médiastinotomie. Puis un traitement complémentaire à base de chimio-radiothérapie serait administré. Le pronostic à long terme des thymomes dépend de la possibilité de résection chirurgicale complète et du degré d'envahissement. La survie à 5 ans des thymomes résécables est bien meilleure que celle des thymomes non résécables. Le troisième type de tumeur qui occupe l'étage supérieur et moyen du médiastin antérieur, c'est les tumeurs germinales. Elles constituent un groupe hétérogène de tumeurs soit bénignes, soit malignes, dont l'histologie est semblable et identique à certaines tumeurs testiculaires ou ovariennes. Ces tumeurs germinales touchent généralement l'adolescent et l'adulte jeune. D'abord, les tumeurs germinales bénignes. C'est ce qu'on appelle les tératomes médiastinales matures. Ils représentent 60 à 70% des tumeurs germinales à localisation médiastinale.
Elles sont généralement asymptomatiques et elles touchent à une fréquence égale la femme et l'homme. Radiologiquement, ces tumeurs germinales bénignes se présentent sous forme d'une masse arrondie bien limitée du médiastin antérieur. Elle a la caractéristique d'être hétérogène, c'est-à-dire elle peut contenir en son sein de l'épithélium respiratoire, du follicule pileux, du tissu adipeux, voire même du tissu nerveux ou des calcifications. Il faut se rappeler que les tumeurs germinales sont des maladies dysembryoplasmiques, c'est-à-dire une malformation qui survient au cours de l'embryogenèse. Là, vous avez une coupe scanographique qui montre un processus tumoral de siège médiastinal bien limité, qui est mentionné ici par les flèches rouges, contenant du tissu hétérogène avec de la nécrose et de la calcification qui est mentionnée par la flèche bleue. Pour les tumeurs germinales non séminomateuses, telles que le choriocarcinome, le mésoblastome et le tératome malin, la majorité de ces tumeurs sont sécrétantes. Ceci dit que le taux des marqueurs tumoraux dans le sang, tels que l'alpha-photoprotéine et le bêta-CG, sont très élevés, ce qui permet de confirmer le diagnostic sans recourir à la biopsie chirurgicale. Radiologiquement, ces tumeurs germinales non séminomateuses se présentent sous la forme de masses médiastinales irrégulières, avec des signes de nécrose ou d'hémorragie, voire même invasion des structures adjacentes, ou même présence de métastases, soit intrathoraciques, soit même extrathoraciques. Le traitement de ces tumeurs germinales non séminomateuses repose sur une chimiothérapie première qui peut être suivie par un traitement chirurgical, une résection chirurgicale, si cette tumeur germinale non séminomateuse répond au traitement par chimiothérapie. Récapitulons les tumeurs germinales. Les tumeurs germinales sont divisées en tumeurs germinales bénignes et tumeurs germinales malignes. Pour les tumeurs germinales malignes ou tératome mature, ce sont des tumeurs qui ne sont pas sécrétantes, donc le taux d'alpha-photoprotéine et de bêta-CG dans le sang sont normaux. Pour les tumeurs germinales malignes, elles sont divisées en tumeurs séminomateuses et tumeurs non séminomateuses. On a dit que les tumeurs séminomateuses, le taux d'alpha-photoprotéine et de bêta-CG sont normaux. Ce sont des tumeurs qui sont radiochimiosensibles, ne relèvent pas du traitement chirurgical. Pour les tumeurs germinales non séminomateuses, notamment le choriocarcinome, le tératome malin et le mésoblastome, ce sont des tumeurs qui sont hypersécrétantes et le taux d'alpha-photoprotéine et de bêta-CG sont très élevés. Ce sont des tumeurs qui peuvent nécessiter un traitement par chimiothérapie première suivi d'une chirurgie. Passons maintenant à l'étage inférieur du médiastin antérieur. Dans cette partie-là, les lésions les plus fréquentes sont les kystes pleuropéricardiques. Ce sont des formations médiastinales bénignes relativement fréquentes qui représentent 6 à 7% des tumeurs médiastinales. Ces lésions-là ou ces kystes sont le résultat d'anomalies de formation de cavités célomiques au cours de l'embryogenèse. Ces lésions sont le plus fréquemment siègent au niveau de l'angle cardio-phrénique antérieur. La nature kystique de ces kystes pleuropéricardiques sera confirmée par le scanner thoracique.
Là, comme vous avez par exemple une coupe scanographique, fenêtre médiastinale, qui montre une lésion kystique de siège paracardiaque gauche, d'accord, qui est marquée par les flèches en rouge. D'accord, c'est à point de départ entre le péricarde et la plèvre. Ça s'appelle kyste pleuropéricardique. Le plus souvent, ces kystes pleuropéricardiques sont asymptomatiques et de découverte fortuite sur un bilan radiographique, hein, soit sur la radiographie ou sur le scanner. Si ces kystes sont asymptomatiques sans aucun retentissement, l'abstention chirurgicale est la règle. Par ailleurs, s'ils sont symptomatiques, hein, parfois ces lésions kystiques vont augmenter de taille, vont entraîner des signes de compression, notamment sur le cœur ou sur le poumon. Dans cette situation, l'exérèse chirurgicale est la règle. Passons maintenant au médiastin moyen. On a dit que le médiastin moyen, il est riche en éléments lymphatiques. C'est l'apanage des atteintes ganglionnaires tout type. Il peut s'agir d'adénopathie d'origine bénigne ou maligne, comme on va voir par la suite. Parmi ces adénopathies bénignes, on peut citer les adénopathies d'origine sarcoïdosique qui ont la caractéristique d'être bilatérales, symétriques et surtout, elles ne sont pas compressives. En dehors du syndrome de Löfgren, qui est l'association d'adénopathie hilaire bilatérale avec de l'érythème noueux, hein, cutané, et une anergie tuberculinique, il est nécessaire d'obtenir une signature histologique ou un diagnostic histologique. Donc là, si on a, ceci dit que si on n'a pas le tableau caractéristique du syndrome de Löfgren, il faut obtenir un diagnostic histologique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de biopsier ces adénopathies pour pouvoir confirmer est-ce que c'est d'origine sarcoïdosique ou autre. Le deuxième type d'adénopathie bénigne, c'est les adénopathies de cause infectieuse. Généralement, c'est le contexte clinique qui permet d'évoquer l'origine infectieuse. Parmi ces adénopathies d'origine infectieuse, on peut citer la primo-infection tuberculeuse. La caractéristique des adénopathies tuberculeuses, c'est qu'elles sont unilatérales, soit à droite, soit à gauche, de siège interbronchique ou latérotrachial. On peut avoir comme association un chancre d'inoculation de siège parenchymateur. Dans le cadre de tuberculose active, les adénopathies peuvent être volumineuses, d'aspect nécrotique, il y a de la nécrose en leur centre au scanner. Elles sont multiples et surtout, elles sont compressives. C'est ça la différence entre les adénopathies d'origine sarcoïdosique et celles d'origine tuberculeuse, c'est que les adénopathies sarcoïdosiques, elles ne sont pas compressives. Par ailleurs, les adénopathies tuberculeuses, elles ont la caractéristique d'être compressives, c'est-à-dire qu'elles peuvent comprimer la trachée et les structures adjacentes. Ces adénopathies peuvent se compliquer, elles peuvent se fistuliser dans la plèvre, dans la branche, voire même dans le parenchyme pulmonaire. Le traitement des adénopathies d'origine tuberculeuse repose sur le traitement antibacillaire. Là, vous avez une coupe scanographique montrant des adénopathies volumineuses de siège latérotrachéal à droite, hein, qui sont marquées par les flèches en rouge, qui ont la caractéristique d'être nécrotiques en leur centre. Il y en a d'autres origines d'adénopathie bénigne qu'on a omis de citer, telles que les adénopathies d'origine silicotique et les adénopathies de toxoplasmose et autres. Passons maintenant aux adénopathies d'origine maligne. Parmi ces adénopathies d'origine maligne, c'est les adénopathies métastatiques de cancer bronchopulmonaire primitif ou adénopathie métastatique d'un cancer extrathoracique.
comme par exemple les cancers digestifs, les cancers urologiques, gynécologiques. D'accord? Là, les adénopathies métastatiques les plus fréquentes, c'est celles des cancers bronchopulmonaires. Le cancer bronchopulmonaire primitif, qui a le plus souvent une présentation médiastinale, c'est le carcinome à petites cellules. Vous avez déjà étudié en matière des cancers bronchopulmonaires qu'il est divisé en cancers bronchopulmonaires non à petites cellules et les cancers bronchopulmonaires à petites cellules. Donc là, les cancers bronchopulmonaires à petites cellules, elles représentent presque 20% de l'ensemble des cancers bronchopulmonaires. Il est le plus souvent diagnostiqué à un stade de métastase, notamment métastase ganglionnaire. En matière de ce cancer bronchopulmonaire à petites cellules, les syndromes paranéoplasiques est souvent associé. Syndrome paranéoplasique, il est dû à la présence de sécrétion anormale due à la tumeur primitive en elle-même. La fibroscopie bronchique va montrer dans la plupart des cas une infiltration tumorale de la bronche et les biopsies bronchiques permettent d'établir le diagnostic. Si le diagnostic n'est pas obtenu par fibroscopie, on peut recourir à la médiastinoscopie. On a dit que la médiastinoscopie peut aborder les ganglions péritrachiaux, c'est soit paratrachio droit ou gauche, voire même en intertrachiobronchique, ou voire même recourir à une ponction biopsie transpariétale scanoguidée, ou biopsie d'adénopathie périphérique si elle existe, adénopathie susclaviculaire, axillaire ou autre. Là, par exemple, vous avez une coupe scanographique, montre un processus tumoral aux dépens du poumon droit, associé à d'énormes adénopathies de siège médiastinal. Les adénopathies sont marquées par les flèches rouges. Ces adénopathies médiastinales, elles exercent un effet de compression sur la trachée. Vous voyez que la trachée elle est écrasée. Que ces adénopathies, elles envahissent les structures adjacentes, notamment la face postérieure de la veine cave supérieure et même la crosse de l'aorte. Généralement, pour confirmer la nature métastatique de ganglions médiastinaux, il faut recourir à la biopsie. D'accord, la biopsie soit par médiastinoscopie, par biopsie transpariétale ou biopsie transbronchique. Toujours dans le cadre d'adénopathie maligne, il peut s'agir d'origine lymphomateuse. Les adénopathies lymphomateuses représentent 10 à 20% de l'ensemble des tumeurs du médiastin. Elles sont souvent bilatérales et asymétriques. Elles peuvent envahir ou comprimer les structures adjacentes, notamment la trachée, la veine cave, les structures vasculaires. En absence de localisation ganglionnaire périphérique, notamment des ganglions, en absence de ganglions axillaires ou susclaviculaires, le diagnostic histologique est obtenu par ponction biopsie scanoguidée ou par médiastinoscopie ou par médiastinotomie. On distingue deux types de lymphomes. Il y a le lymphome hodgkinien et les lymphomes non hodgkiniens. D'abord, pour les lymphomes hodgkiniens, c'est les plus fréquents des lymphomes médiastinaux. Ils touchent l'adolescent et l'adulte jeune. Des adénopathies cervicales et susclaviculaires sont souvent associées à ces adénopathies médiastinales. Ces lymphomes hodgkiniens peuvent se manifester par des signes généraux, tels que l'altération de l'état général, la fièvre indéterminée, qui sont présents dans 20 à 30% des cas. Les adénopathies sont le plus souvent bilatérales, elles sont asymétriques et elles peuvent être associées à des localisations
parenchymateuse, sous forme d'un œdème interstitiel homolatéral. Le traitement de ces lymphomes hodgkiniens consiste en une association entre radio-chimiothérapie. Le deuxième type de lymphome, c'est les lymphomes non hodgkiniens. Ces lymphomes non hodgkiniens touchent généralement les patients plus âgés. Dans 85% des cas, les patients sont symptomatiques au diagnostic. Ils présentent des signes de compression médiastinale, notamment soit des signes respiratoires, soit des signes circulatoires tels que le syndrome cave supérieur. Il faut toujours chercher la présence d'adénopathie périphérique, axillaire, susclaviculaire, cervicale. Le traitement est en fonction de la classification histologique et l'extension de la maladie, mais c'est généralement un traitement par chimiothérapie. Toujours au niveau du médiastin moyen, mais en dehors des atteintes ganglionnaires, on peut trouver comme pathologie les kystes bronchogéniques. Les kystes bronchogéniques sont situés au niveau du médiastin moyen. C'est une formation kystique bénigne qui est la conséquence d'une anomalie de l'embryogenèse. Elle représente 5 à 7% de l'ensemble des tumeurs médiastinales. Ce qui correspond à 50 à 60% des tumeurs kystiques du médiastin. La paroi interne du kyste bronchogénique est tapissée par un épithélium type bronchique. C'est le même épithélium que l'arbre trachéobronchique. Sur la radiographie thoracique, le kyste bronchogénique apparaît sous forme d'une opacité qui est dense, homogène, bien limitée. Les limites sont régulières. Dans certaines situations, on peut assister à un niveau hydroaérique s'il y a une communication entre le kyste bronchogénique et la TDM thoracique permet de confirmer le caractère kystique de la lésion. Généralement, le kyste bronchogénique est situé à proximité d'une bronche proximale ou de la trachée. Généralement, pour le kyste bronchogénique, ne présente pas de connexion anatomique avec l'axe trachéobronchique. Dans la moitié des cas, la découverte de kyste bronchogénique est faite sur un examen radiologique en absence de toute symptomatologie respiratoire. En raison du risque de complications, les kystes bronchogéniques peuvent se compliquer. Quand ils vont grandir de taille, ils peuvent entraîner des signes de compression, notamment sur l'arbre trachéobronchique. Ils peuvent comprimer les structures vasculaires adjacentes, comme ils peuvent se surinfecter, ou ils peuvent même entraîner des risques hémorragiques. Pour ces raisons-là, une exérèse chirurgicale sous thoracoscopie est indiquée. Il faut réaliser une résection chirurgicale totale de ces kystes bronchogéniques. Là, par exemple, sur cette coupe scanographique qui montre une lésion de nature kystique qui est adossée à la trachée en rapport avec un kyste bronchogénique. Voyez la localisation du kyste bronchogénique, c'est au niveau du médiastin moyen. Toujours au niveau du médiastin moyen, il peut s'agir d'hernie hiatale. Qu'est-ce que c'est qu'une hernie hiatale? Elle désigne le passage d'une portion de l'estomac à travers l'orifice œsophagien ou l'hiatus œsophagien du diaphragme. Comme c'est montré sur le schéma en bas, on voit qu'une portion de l'estomac, elle va franchir l'hiatus œsophagien. Sur la radiographie thoracique, elle va se traduire sous forme d'une image hydroaérique rétrocardiaque qui est surtout visible sur la radiographie de fil. Là, vous voyez radiographie thoracique qui montre un aspect
de niveau hydroaérique rétrocardiaque. D'accord, hein, vous le voyez sur le face, il est mentionné par les flèches rouges et sur le profil, c'est mentionné par les flèches bleues. Passons maintenant au niveau du médiastin postérieur. Parmi les tumeurs les plus fréquentes au niveau de cette partie du médiastin, c'est les tumeurs nerveuses. Les tumeurs nerveuses représentent environ 13 à 19% de l'ensemble des tumeurs médiastinales. Elles sont essentiellement localisées au niveau de la gouttière costo-vertébrale. Elles sont presque asymptomatiques dans 50% des cas. L'examen clinique doit chercher des signes de neurofibromatose, c'est-à-dire la neurofibromatose, il faut chercher des antécédents familiaux, la présence de taches café au lait, la présence de neurofibromes cutanés, des signes de compression médulaire, tels que des sciatalgies, ou des manifestations liées à des sécrétions endocrines de la tumeur. C'est ce qu'on appelle le syndrome paranéoplasique. Ces tumeurs neurogènes sont souvent bénignes chez l'adulte, dans presque 95% des cas. Par ailleurs, elles sont malignes chez l'enfant dans presque 40% des cas. La TDM thoracique permet d'établir le diagnostic. Là, vous avez un exemple d'une coupe scanographique montrant un processus tumoral siège au niveau de la gouttière costo-vertébrale gauche en rapport avec une tumeur neurogène. L'IRM thoracique est plus performante que le scanner thoracique, surtout pour établir si cette tumeur neurogène s'étend vers le trou vertébral ou vers le canal médulaire, comme par exemple ici, vous avez une image d'IRM thoracique qui montre un processus lésionnel au niveau de la gouttière costo-vertébrale droite. Ce processus lésionnel est en rapport avec une tumeur neurogène qui s'étend vers le canal médulaire. Histologiquement, il peut s'agir des tumeurs de gaine nerveuse. Ces tumeurs sont plus fréquentes chez l'adulte, telles que les schwannomes et les neuroblastomes. Il peut s'agir de tumeurs de cellules nerveuses. Ces tumeurs sont plus fréquentes chez l'enfant et l'adolescent, telles que les ganglioneuromes, les ganglioneuroblastomes et les neuroblastomes. Comme il peut s'agir de paragangliomes, le traitement de référence des tumeurs nerveuses reste la résection chirurgicale. Toujours au niveau du médiastin postérieur, il peut s'agir de kystes paraœsophagiens. Les kystes paraœsophagiens sont une variété très rare de dysembryoplastie. Vous vous rappelez, les dysembryoplasties désignent toute malformation d'organes d'origine embryonnaire. C'est comme les kystes bronchogéniques. Ces kystes paraœsophagiens peuvent se manifester par des signes de compression œsophagien ou bronchique. Le kyste paraœsophagien se développe au niveau de la paroi musculaire de l'œsophage. Le diagnostic est fait par le scanner thoracique, comme vous avez là en bas une coupe scanographique qui montre un processus lésionnel d'allure kystique aux dépens de l'œsophage, comme vous le voyez, qui est marqué par les flèches en rouge. Malheureusement, le kyste paraœsophagien peut évoluer vers les complications, telles qu'une ulcération œsophagienne, voire même une perforation de la paroi de l'œsophage. Il peut donner des signes d'hématémèse, voire même une suppuration au sein de ce kyste paraœsophagien, d'où l'intérêt d'un geste de résection chirurgicale de ce kyste paraœsophagien. Toujours au niveau du médiastin postérieur, il peut s'agir de pathologies anévrismales, telles qu'un anévrisme de l'aorte thoracique. On parle
d'anévrisme de l'aorte thoracique quand le diamètre de l'aorte est supérieur à 50% du diamètre normal. La plupart des anévrismes de l'aorte thoracique peuvent être asymptomatiques ou donner une simple douleur thoracique de siège postérieur. Malheureusement, ces anévrismes de l'aorte thoracique peuvent évoluer vers les complications, telles qu'une compression des structures adjacentes, des complications thromboemboliques, voire même une rupture d'anévrisme thoracique qui peut être mortelle. Le risque de rupture de l'anévrisme est proportionnel à la taille de cette pathologie anévrismale. Sur la radiographie thoracique que vous voyez en bas et à gauche, qui montre un aspect d'élargissement médiastinal avec effacement du bouton aortique. À droite, c'est un scanner thoracique qui montre un aspect d'anévrisme de l'aorte thoracique. Vous avez un aorte thoracique descendante qui est énorme, marqué par les flèches en rouge. Le diagnostic est fait essentiellement par l'angioscanner ou par l'échocardiographie transœsophagienne. Le traitement repose sur la pose d'un stent endovasculaire, comme vous le voyez au niveau de l'image en bas et à gauche, ou par une résection chirurgicale avec remplacement prothétique, comme vous le voyez au niveau de l'image en bas et à droite. En conclusion, une meilleure connaissance des différentes pathologies tumorales médiastinales et leurs moyens d'exploration permettrait une meilleure prise en charge et je vous remercie.